Pour être transparent, le vrai gros fléau des banques traditionnelles, c'est qu'il y a un désalignement d'intérêts entre les besoins des clients et eux leurs besoins. Même si jamais on fait un crédit et que 3 mois après on démissionne, on peut être tranquille pendant 25 ans, c'est contre-intuitif, mais c'est le cas actuellement dans le système français. Donc comment on fait pour investir 5 800 € par mois quand on a 3 000 € de budget ? Salut Romain. Salut Mounir, enchanté de te rencontrer. Bah merci. Donc Romain, tu as 26 ans, tu es banquier, tu vas nous expliquer tout à l'heure quel type de banquier tu es, mais en tout cas, tu as accumulé un sacré patrimoine en très très peu de temps, 412 000 € bruts, 178 000 € nets. C'est dingue, tu as touché un héritage, tu viens d'une famille où il y avait peut-être de l'argent ou des connaissances financières particulières. Je viens d'une famille très travailleuse, donc je suis très fier de mes parents. S'ils peuvent voir cette vidéo, je trouve ça mignon de leur dire en face caméra. Mais non, pas eu d'héritage particulier à part l'héritage de mon grand-père qui m'a donné en toute transparence 16 700 € parce qu'il avait préparé justement sa succession trop tard et pour pas donner le fruit de son travail. Il travaillait à la ferme, à l'usine, très durement comme beaucoup de Français et malheureusement pour pas que ça vienne aux impôts. Donc il y a eu cette succession qui a été faite à ce moment-là. Donc toi t'es parti avec un petit coup de pouce mais il n'y a pas non plus un montant énorme. Et du coup aujourd'hui t'as 173 000 € d'immobilier brut. On va regarder dans le détail ça juste après. T'as 116 000 € de non-coté, c'est énorme. C'est très risqué, mais de par mon âge, j'ai l'impression que ça compense et c'est vraiment des fortes convictions en bourse. J'ai envie de, si j'investis, être prêt à perdre pour une société auquel je crois vraiment. Donc pas mal de non-coté. Du côté aussi, 81 000 €. Bien sûr. On va regarder ça dans le détail. Autres actifs et pour le coup, un matelas de sécurité qui est plutôt mince. Très mince, ouais. Après, dans les autres actifs, il y a 11 000 € de compte courant d'associés. Okay. On y viendra par la suite. J'ai créé une société il y a 3 ans, donc on peut rajouter 11 000 € au matelas de sécurité. Okay. Mais c'est mince parce que mon profil est également atypique. On le verra par la suite. Tout à fait. Note Finari 77 sur 100, donc c'est pas mal. Ou le bas blesse, ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas, il faut juste pouvoir être à l'aise avec son profil. Donc tu nous l'as dit, tu as 26 ans, tu n'as pas d'enfant et tu es conseiller bancaire. Et tu me disais juste avant qu'on commence qu'il y a une nuance importante. Tu es chargé d'affaires professionnelles à la Société Générale. Du coup, concrètement, tu t'adresses à qui ? Aux professionnels en fait. Donc la différence entre les professionnels et les entreprises, c'est le niveau de chiffre d'affaires. Okay. En dessous de 5 millions, chez nous, on est considéré comme professionnel. Okay. Donc ça laisse déjà des belles sociétés, des beaux profils. J'avais envie d'être au cœur de l'action, de voir des profils inspirants qui sont partis de rien, qui ont développé, ou même s'ils sont partis d'une société existante, qui ont su la développer. J'étais passionné par l'entrepreneuriat et je voulais être à l'intérieur pour ensuite peut-être créer mon projet. Et j'ai commencé il y a 3 ans et demi mon CDI et j'ai créé ma société il y a 3 ans. Donc j'ai pas attendu longtemps avant de me lancer. Et donc là, aujourd'hui, tes clients, ça va être des PME, concrètement, des PME locales ? C'est ça. En fait, j'habite dans la région de Clermont-Ferrand. Ouais. Donc c'est des sociétés entre tout début, entre 20 000 et à peu près 2,5 millions de chiffre d'affaires. Et après, quand la société dépasse le seuil, elle va aller dans l'autre service en fait ? C'est des négociations internes en fait. Okay. Si le client est très attaché à son conseiller, il peut décider de rester avec moi ou avec les autres conseillers bancaires. Mais effectivement, ça m'est déjà arrivé par le passé des fois parce qu'en fait, il y a une offre différente et qui est quand même plus complète pour les entreprises. Et concrètement, après, tu leur proposes quoi à ces clients comme solution ? Ils viennent te voir pour avoir du financement, ils viennent te voir pour avoir du placement de trésor, ils viennent te voir faire un compte de personne morale. Enfin, c'est quoi un peu la gamme de ce que tu leur proposes ? Donc tout type de besoin en fait, de la création de l'entreprise au développement jusqu'à la cession. Okay. Donc en fait, on intervient tout au long de la vie de la société. Donc c'est pas que le métier bancaire en fait, enfin, c'est vraiment un accompagnement. Tout à fait. Ok. Et du coup, est-ce que aujourd'hui, tu as l'impression de vendre un peu les produits maison ou tu es en architecture ouverte ? J'ai un peu du mal avec la banque traditionnelle, pour être transparent. C'est pour ça que j'aime bien les youtubeurs et comme toi. Et actuellement, justement, tout le monde essaie de développer quelque chose de propre pour qu'il y ait vraiment un alignement d'intérêts. Donc je pense que c'est le vrai gros fléau des banques traditionnelles, c'est qu'il y a un désalignement d'intérêts entre les besoins des clients et eux leurs besoins. Et ça, en fait, du coup, c'est problématique. Tu as fait un master en finance à l'IAE de Grenoble et aujourd'hui, tu gagnes 40 000 € bruts annuels. C'est un bon salaire, ça, quand même. Les salaires ont beaucoup augmenté. Effectivement, en banque, ça a beaucoup augmenté. Et à l'embauche, les personnes souvent rentrent à plus que ça. Ok. Donc toi, aujourd'hui, tu es moins bien payé que quelqu'un qui arrive en junior au même poste ? C'est ça. Et du coup, tu as des primes, 600 €. Les primes, elles sont liées à quoi ? En grande partie, intéressement participation. Ok. Après, en tant qu'entreprise cotée, on a le droit à une décote de 20% sur l'action au prix public. Sur les titres. Donc ça, c'est super important. Je pense pas que c'est toi qui vas me contredire avec justement la belle opération que tu as eue sur ton PEE. Et j'ai su en profiter justement à chaque fois pour avoir une décote sur le titre. Donc j'ai versé à chaque fois toutes mes intéressements participation sur la Société Générale en vif. Okay. Donc il y a d'autres fonds. Savoir qu'il y a moins de fonds que des comptes titres traditionnels ou d'autres assurances vie. Mais il y a d'autres fonds. Mais j'ai décidé de tout mettre sur la Société Générale grâce à la décote parce que j'avais une forte conviction sur Société Générale et Bourseau, tout qui arrive à vraiment cranter en nombre
nombre de clients chaque année, plus que les banques traditionnelles. Bourso qui est en croissance énorme, c'est incroyable. Et donc sur un an, la Société Générale, ça fait 155%. Toi, t'as vachement pris en fait de cette hausse super forte. Si on regarde d'ailleurs sur 5 ans, en fait, t'es rentré. C'est énorme. Toi, t'es rentré en gros, c'était le plus bas. Et puis avec une décote. Avec une décote en plus. J'ai acheté certaines actions à 17,50 €. T'as acheté certaines actions à 17,50 €. Aujourd'hui, le titre est à 71. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui, il a pris 2%. Mais ça fait qu'augmenter. Et donc, c'est pour ça verse un dividende aussi, j'imagine. Oui. Bah là, justement, Krupa, il a compris en fait le problème. Qui est le CEO de la boîte. Qui fait un peu débat, mais qui je trouve personnellement très inspirant. Il a compris en fait les dépenses sur une banque, ça s'appelle le coefficient d'exploitation. Ouais. Il a compris que le problème c'était les dépenses et du coup il a essayé d'organiser une structure différente et il réduit les coûts drastiquement et c'est pour ça que l'action augmente fortement. C'est ce monsieur ici, Slavomir Krupa, d'ailleurs on voit boost la valorisation. Ok, donc ça c'est effectivement, ça c'est quand même assez intéressant parce qu'en gros tu as une forte conviction sur ton employeur, c'est plutôt rassurant a priori, tu sais qu'il y a du potentiel. Est-ce que ça c'est un truc qui est partagé par tes collègues? Non, il y a des personnes qui sortent, j'en ai pas parlé, mais on a le droit à un abondement. Qui est de combien? Et en fait c'est des grilles. Ouais. Au début c'est 200, après c'est 100% et après c'est 45%. Ok. Et même les alternants, moi je leur invite à dire, en fait si vous rentrez en septembre, au bout de 3 mois vous avez le droit, en plus c'est par année civile, les abondements. Tu parlais de mon PE, moi j'ai eu le PE parce que j'étais alternant, donc c'est une énorme opportunité. Il faut savoir en plus ce qui était contre-intuitif, c'est que quand j'ai appelé le service pour bénéficier de l'abondement, quand j'étais rentré en août 2022, ils m'ont dit non, c'est au bout de 6 mois. J'ai dit mais c'est pas possible, vous vous trompez. Ils m'ont dit non, on a raison, etc. Et j'ai rappelé mes RH, ils m'ont dit non, mais ils ont raison, Romain, faut pas que tu t'entêtes. Et après j'ai appelé le service directement, ils m'ont dit évidemment vous avez le droit. Et du coup j'ai gagné 2200 € en cliquant. Quoi. C'est incroyable. Du coup ton objectif, c'est de développer ton entreprise de vélo électrique qui n'a rien à voir avec tout ce que tu viens de nous dire avant, et un projet surprise. Donc tu nous dis que ton objectif, c'est d'être libre et de pouvoir vivre de ce que j'aime sans me soucier d'un salaire et de contraintes qui n'émanent pas de moi. J'ai créé une entreprise de location de vélo électrique de longue durée en B2B avec un ami il y a 3 ans, Explore Location, donc on en parlait juste avant. C'est quoi la mission d'Explore Location? De rendre le vélo accessible à tous. En fait, on travaille auprès des professionnels à partir de 6 mois par an et on offre justement la livraison, la maintenance, le SAV et également l'assurance casse et vol qui est incluse dans nos tarifs. Donc on essaie d'être le plus compétitif possible pour que même un petit gîte ou un hôtel qui débute... L'hôtellerie. C'est ça. En fait, nos principaux clients, c'est les campings, les hôtels, les lieux insolites, les gîtes. On a des châteaux avec des Anglais. Je sais pas pourquoi, mais il y a autant d'Anglais. La plupart des châteaux sont détenus par des Anglais en France. Sachez-le, à mon humble niveau, que c'est une société qui est vraiment à taille humaine. Tu as pu accueillir des personnes très inspirantes. Voilà, je suis sur un début de société, mais c'est intéressant quand même et très intéressant, très stimulant. Donc j'adore, je regrette pour rien au monde d'avoir créé ça. Et je ferai un hommage à mon associé Thibaut, qui est vraiment une personne formidable. Et donc concrètement, moi j'ai un camping, je me dis tiens, j'ai envie de générer plus de revenus sur mon camping. C'est là où toi t'interviens, tu mets à disposition des vélos ou tu loues les vélos. C'est ça. Ou tu prends une partie du pourcentage du chiffre d'affaires qui va être généré sur les vélos. Comment ça fonctionne? Ça dépend, en fait, on est très modulable parce qu'on est une société, on peut s'adapter rapidement et on a quelques sociétés où c'est un tarif au kilomètre, mais c'est pas ce qui est le plus apprécié parce qu'en fait, du coup, on capte une grosse partie de leur travail à eux. Donc, en général, c'est pas vraiment la rentabilité parce qu'un château 5 étoiles, quand il loue sa chambre, c'est beaucoup plus cher. C'est pour le service. Pour se différencier du camping voisin, de l'hôtel voisin. Et on a des clients à Annecy où il y a des loueurs de partout à Annecy. C'était à Chambéry, je pense que tu connais Annecy. Je connais. Et on a un bel hôtel sur Annecy. Et faut savoir que c'est le client qui marche le plus alors qu'il y a des loueurs de partout. Mais les clients, ils veulent le vélo de l'hôtel avec le logo de l'hôtel, avec un vélo premium. Je vois très bien. Le vélo, il est souvent vers l'entrée. Ils sont bien alignés. C'est les nôtres. Et voilà. On se verse très peu de rémunération actuellement de par le fort besoin en capitaux. Nous avons près de 300 vélos électriques partout en France. Donc c'est pas que dans la région de Clermont, c'est partout. La première année, on a fait Auvergne-Rhône-Alpes et après on s'est dit faut qu'on se développe, faut qu'on crée quelque chose de plus grand pour répondre. Si quelqu'un veut notre service, c'est pas parce qu'il a 4 heures de route. Du coup, on a des réseaux de réparateurs itinérants qui viennent intervenir sous une semaine maximum. On essaye vraiment de mettre le client au cœur de notre relation. On a des super avis sur Internet et je remercie tous nos clients de nous faire confiance. Énorme. Nous sommes en train de créer une holding pour acheter un concurrent en LBO. Ça veut dire quoi concrètement, racheter un concurrent en LBO? Souvent en France, on pense que les holdings c'est uniquement pour les personnes les plus riches. C'est faux en fait. On l'a beaucoup vu là avec les débats sur la taxe Zuckman, etc. Bien sûr. Et en fait, il faut savoir que pour acheter une société, notre société s'appelle Explore. Et si on rachète la société avec Explore, si la société qu'on rachète va mal, elle amène dans sa chute notre société initiale. C'est un risque. Donc, alors que ta société va bien. C'est ça. Donc en fait, on isole le rachat. Donc la holding emprunte. Et après, avec la rentabilité générée par la société rachetée, on rembourse le crédit par des remontées de dividendes. Donc c'est intéressant en fait ce que tu dis, c'est que, alors oui, il y a probablement de l'optimisation fiscale, mais c'est aussi un sujet de structuration de groupe parce que tu veux pas polluer une société en pleine santé avec un rachat qui est quand même risqué. Bien sûr, très, très risqué les LBO.
très risqué. Donc là, vous êtes sur l'opération. Le LBO en question, il est spécialisé en vélo de fonction, environ 900 vélos. Je n'ai jamais eu le courage de quitter la sécurité de l'emploi, mais il faut sincèrement que je le fasse en 2026 pour piloter au mieux. C'est quoi en termes de chiffre d'affaires ou de volume d'affaires, c'est quoi la taille aujourd'hui de la société que tu as? En fait, en toute transparence, chaque fois que je me suis donné des objectifs, je me suis dit dès que j'atteindrai ce niveau de chiffre d'affaires, je quitterai ma société. Dès que je l'ai atteint, j'ai repoussé et je me suis dit à ce niveau de chiffre d'affaires, je le ferai. Et je repousse. Et c'est pour ça que là, avec l'autre société, du coup, ça fait un effet de boule de neige et on peut se douter, parce qu'il y a quand même, c'est très capitalistique. Ouais. Les vélos électriques, ça nous coûte très cher, donc il y a beaucoup d'emprunts. Donc là, les emprunts se remboursent très rapidement sur la société. Donc ça peut offrir un angle de tir pour sortir rapidement. Mais je donne un énorme respect à tous ceux qui ont le courage de partir de zéro. Parce que là, même avec un petit peu d'épargne de côté ou autre, j'ai peur de me lancer. Je me dis, il ne faut pas que je m'arrête trop tôt, peut-être qu'un ou 2 ans près. En plus, avec ma stratégie, avec un cash flow fortement tendu, je me suis dit, si je sors trop tôt, je peux le regretter toute ma vie. Alors que si je sors au bon moment, je peux en bénéficier toute ma vie. Donc c'est très risqué. Et en tout cas, un énorme bravo à tous ceux qui se lancent. Et bravo. Et en tout cas, tu nous dis que tu passes 80% de tes congés sur le sujet. J'imagine que ça t'occupe. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu sors, si tu arrêtes de bosser à l'ASG et tu te mets à plein temps sur Explore, tu pourrais te rémunérer? Oui, mais ça ralentirait la croissance. Bien sûr. On préfère avec les liquidités acheter d'autres vélos. Du coup, en plus, ça rassure les banques. Ouais. On n'a pas besoin de salaire. Du coup, on peut emprunter X vélos. Enfin, ça va très vite. Un vélo électrique, c'est entre 2 et 5 000 euros. Okay. Ça va très très vite. Et ça va très vite pour le rembourser, tu veux dire? Pour aussi les crédits qu'on a besoin, les liquidités dont on a besoin. Donc, on essaye de maximiser la créature qu'on a fait il y a 3 ans. Donc, on essaye de la protéger au maximum et de chaque euro qui est sorti de cette société est réfléchi pour pas la ralentir. Très clair. Stratégie, du coup, levier sur des actifs financiers et non immobiliers. Tu nous as partagé ton cash flow qu'on va regarder tout de suite. Donc, il y a pas mal d'investissements. Donc, salaire, ça, tu nous en parlais, les fameuses primes. Énorme investissement mensuel. Donc, comment on fait pour investir 5 800 euros par mois quand on a 3 000 euros de budget? Est-ce que ça, c'est l'intéressement participation ou il y a encore d'autres choses? C'est une stratégie totalement différente. En fait, ça, c'est du lump sum. Okay. En fait, moi, j'investis en une seule fois parce que... Ah oui, d'accord, tu avais... C'est ça. Dès que j'ai les liquidités, j'investis. Ouais. Je reste investi. J'ai vu justement, toi, sur la vente de ton bien immobilier, tu as réinvesti directement et j'ai suivi avec curiosité la répartition de tes investissements. Et en fait, dès que j'ai de l'argent, j'investis parce qu'en fait, il suffit de rater 8 ou 10 jours par an pour perdre une énorme partie de la performance annuelle. Donc, j'investis, mais du coup, en fait, je vis sur mon capital parce que là, on peut voir que j'avais un petit peu d'épargne. Donc, en fait, je perds grosso modo 2 500 euros par mois, ce qui est contre-intuitif. Au final, ça me coûte moins cher qu'un crédit Lombard parce que le capital risque tendu diminue d'année en année sur ton Finari. Mais c'est vrai que c'est un peu le classique. Alors, il y a quand même pas mal de petits biais à ça, mais si on rate, ça, c'est si on est investi tous les jours. C'était en quelle période? C'est entre 2003 et 2022, donc c'est comme une période assez large. Vous avez le même graphique sur plein d'autres périodes. C'est le S&P 500 ici en l'occurrence. Vous ratez les 10 meilleurs jours, divisé par 2. Vous ratez les 20 meilleurs jours. Alors, il y a des gens qui vont me dire oui, mais si vous ratez les 10 pires jours aussi, c'est bien mieux. Le problème, c'est que allez deviner quand auront lieu les meilleurs et les pires jours. Généralement, d'ailleurs, c'est les meilleurs jours ont lieu après les pires. Enfin bref, il y a plein d'histoires. L'idée, c'est de dire vaut mieux rester investi dans le marché que d'essayer de rentrer, sortir et de timer. Je pense que c'est un peu la leçon de tous les investisseurs qui ont de l'expérience. Ils n'essayent pas de timer, sauf si c'est leur métier. Il y en a qui le font avec succès. Mais ok, donc tu fais du lump sum. Ensuite, tu as acheté ta résidence principale, qui est assez paradoxale, parce qu'on aurait pu dire si tu veux vraiment maximiser la croissance de ton business, tu aurais pu ne pas immobiliser d'apport et le remettre dans le business. C'est dans un but très précis. On parlait des banques traditionnelles au début de la vidéo. En fait, je voulais partir le plus rapidement possible de mon emploi salarié et je sais qu'on emprunte facilement avec un CDI. J'ai eu aucun mal à emprunter sur 15 ans. En plus, à l'époque, je me disais 15 ans, c'est bien moins cher en intérêt que 25 ans. J'ai regretté très vite cette décision parce que ça m'a bloqué de l'apport. Ça m'a bloqué beaucoup d'apports. J'ai regretté très rapidement. Mais je me suis dit, en fait, si je suis 100% à mon compte, je vais galérer à avoir un appartement. Et donc, je vais sécuriser un achat immobilier parce qu'en fait, même si jamais on fait un crédit et que 3 mois après, on démissionne, on peut être tranquille pendant 25 ans. C'est contre-intuitif, mais c'est le cas actuellement dans le système français. Donc, j'ai sécurisé d'avoir l'opportunité d'acheter parce que voilà, je viens d'une famille très terre à terre. Il faut de l'immobilier, il faut être propriétaire le plus rapidement possible. Il faut avoir un toit au-dessus de la tête. D'ailleurs, on dit souvent que louer, c'est jeter un loyer par la fenêtre et que finalement, le crédit, c'est comme si on se louait à soi-même. C'est vrai en partie, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'immobilier a quand même énormément de coûts qui sont connexes, des impôts, des rénovations. On a tendance d'ailleurs à acheter l'appartement ou la maison la plus grande possible ou d'aller au maximum de sa capacité d'emprunt. Je connais personne qui dit moi je vais pas acheter au maximum de ma capacité d'emprunt sur sa résidence principale. J'ai l'impression que c'est toujours ce qu'on va aller chercher comme seuil. C'est rassurant. Et il y a aussi des études qui montrent d'ailleurs que d'avoir son chez soi, ça augmente le bonheur. Donc ça ne m'étonne pas. Je partage totalement cette vision. Toi, aujourd'hui, tu ne regrettes pas cette décision? En fait, j'ai été étudiant dans plein de villes différentes pendant ma jeunesse. Je suis encore jeune, j'ai 26 ans. Et le fait d'être vraiment chez soi,
on achète des meubles plus qualitatifs, on aménage vraiment, on prend le temps parce qu'on se dit là, je suis au moins là sur 2-3 ans. Et en plus, j'ai acheté loué. Ça permet de profiter d'une décote parce qu'en plus, c'était des pharmaciens qui louaient bien en dessous du prix du marché. Donc, ça éliminait tous les investisseurs pour acheter ce bien. Le prix du marché était peut-être à 800 €, elle louait 550. Personne voulait acheter ce bien loué. Donc, il y avait une décote. Et après, un besoin de travaux. Et j'ai de la chance, mon papa qui sait se servir de ses mains. J'ai pas cette chance, malheureusement. Et du coup, il m'a aidé, je l'ai aidé plutôt à refaire la salle de bain et la cuisine. Et je trouve que ça valorise énormément l'appartement. C'est ce qui explique en grande partie la plus-value et qui élimine les frais de notaire. Parce que là, on voit 18 000, mais les frais de notaire, du coup, on rajoute 12, donc ça fait 30 000. 12 000 les frais de notaire, donc effectivement. Tu as fait une belle opération. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce cash flow, la vie quotidienne? Tu dirais que tu te limites dans ton train de vie aujourd'hui? Est-ce que tu fais attention à la dépense? Est-ce que tu regardes, je sais pas, sur ton relevé ou sur Finari ou peu importe, pour voir où va l'argent ou t'es plutôt relax? Non, parce qu'en fait, ça m'impose, mon train de vie m'impose de faire très attention. J'ai des catégories où je fais pas attention, c'est les voyages. On peut le voir que sur vacances, 1300, il y a 500 €. Donc 6 000 € de vacances par an. C'est ça. C'est très conséquent. C'est J'en ai conscience, mais j'ai beaucoup travaillé. Donc voilà, 80% du temps, c'est pour ma société, mais 20% du temps, c'est pour partir en voyage. Donc voilà, je fais attention. Netflix, on peut voir que je prends Netflix avec les pubs. Ça fait des années que je me force à pas prendre Spotify. Je me suis dit non, c'est trop cher. Donc essayer de contrer l'inflation des désirs, qui est un des plus gros fléaux de l'espèce humaine en fait. Quand on augmente son niveau de vie, on a l'impression de vouloir dépenser plus, sauf que du coup ça nous appauvrit. C'est mécanique. Tu l'as vu dans le livre de Morgana Housel, ça, l'inflation des désirs? C'est pas mal comme je crois, oui. Ouais, c'est pas mal, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on dit souvent que plus on s'enrichit, plus on va avoir tendance à dépenser d'argent, et donc en fait ça annule l'effet. Et pour l'avoir beaucoup observé, on peut gagner 10 000 € par mois et à la fin du mois avoir pas grand chose parce que on a un bel appartement, on part en business, et puis les restos, tout ça, ça va très très vite. Et tu l'as dit, il y a de l'inflation, tout ça coûte très cher. Mais en tout cas, on voit quand même que tu as des loisirs, tu fais du tennis. Oui, j'adore. Très important le sport. Très important, effectivement. Mentalement, pour le bonheur également. On parlera peut-être de la notion du bonheur après. Mais... Super important, c'est un excellent investissement. Et ensuite, tu as des crédits, et je pense que c'est ça où ton profil est quand même assez incroyable. Ça sort du lot, on voit pas ça tous les jours. Tout à fait. Surtout qu'en fait, c'est sur une très courte durée. Oui. C'est pour ça que en fait, j'ai pas énormément de crédits proprement parler. J'ai 232 000 de crédits pour une résidence principale à 173. Donc c'est pas incohérent, mais c'est que j'ai une durée moyenne de crédit de 7 ans. Donc c'est court. Et là, c'est beaucoup trop court pour moi. Et du coup, c'est un montage un petit peu particulier qui a eu lieu avec les prêts d'honneur de ma société. Il y a eu un prêt étudiant au début, il y a eu un petit peu de conso. Ouais, c'est une organisation un peu bizarre, j'en suis pas vraiment fier, mais ça a été fait surtout pour développer ma société. Parce qu'au début, il faut savoir que les banques nous font pas du tout confiance. Enfin, quand j'ai emprunté 30 000 €, on avait mis beaucoup d'apports, on avait mis toutes nos économies, on y croyait tellement avec mon associé. Et après, on s'est dit, mais on a les clients là, ils sont prêts à signer, on a démarché, ils peuvent signer en bas à droite, il faut juste qu'on leur amène les vélos sur leur camping ou leur hôtel. Ils nous disaient, ah bah non, vous verrez dans 2-3 ans selon la croissance que vous aurez. Et je suis resté bouche bée. J'ai dit non, mais du coup, voilà, j'ai trouvé d'autres solutions pour aider ma société. C'est pour ça que je me retrouve avec, du coup, maintenant que j'ai remboursé mes comptes courants d'associés, avec du coup des crédits importants. Mais ça n'a jamais été fait pour investir en bourse, ça a été fait pour maximiser ma société. Je le vois justement dans mon quotidien, que les personnes en France sont vraiment très impliquées dans leur travail quand ils créent une société. Et en plus, le travail est très dur. On voit souvent les personnes qui réussissent, mais il y a combien de personnes qui réussissent pas? Enfin voilà, comme là, très humblement, quand on voit qu'on a plus de 300 vélos électriques, qu'on se développe bien, c'est pas non plus le paradis sur Terre. On a quand même des fois des difficultés. Il y a plein de problèmes, j'imagine, des clients qui sont pas contents de temps en temps parce que voilà, et puis tu as toujours des nouveaux challenges. Donc ça fait partie, c'est ça l'entrepreneuriat aussi. Mais du coup, c'est normal aussi que tu captes une partie importante si tu génères de la richesse, de la valeur pour tes clients. C'est mérité. C'est logique. Tu avais une forte conviction sur Boursobank et Société Générale. Il faut dire que Boursobank est une filiale de la Société Générale. Ils ont racheté chez Bourso, je sais pas, il y a assez longtemps en réalité. J'avais fait une étude de cas avec des amis en master. Je crois que c'était 2012, quelque chose comme ça. J'aurais dit aussi il y a plus de 10 ans. Et c'est vrai que si vous regardez le rapport annuel de la Société Générale, ce que je fais maintenant, et en plus maintenant vous le donnez à l'IA, il vous fait le résumé, il y a une partie Bourso, et c'est vrai que les chiffres sont incroyables. Et je sais aussi que Bourso est assez concurrencé par Revolut, qui croît très très vite. Après, qui n'a pas la gamme de produits similaires. Mais en tout cas, Bourso, c'est vrai que c'est... Et Revolut, 75 milliards. Revolut, 75 milliards de valorisation. Voilà, remettre dans son contexte. Mais plusieurs pays. Bien sûr. Pendant longtemps, l'industrie bancaire était la seule parmi les grandes industries à croître malgré le fait d'avoir un NPS négatif. Le NPS, c'est en gros, vous allez sur un site, on vous dit de 0 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez le service X à quelqu'un? Vous l'avez tous déjà vu, le bandeau là en bas. Bah, ça, c'est le NPS, ça va de moins 100 à plus 100. Mais en français, ça va un NPS négatif. Donc c'est quand même incroyable. Donc ça veut dire que les gens étaient détracteurs, c'est soit des détracteurs, soit des promoteurs. C'était détracteurs, mais elles restaient. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence, et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fermé un compte bancaire.
Qui a déjà fermé un compte bancaire? On le garde toujours, le compte bancaire. Mais juste l'idée de fermer, on se dit, il faut remplir des formulaires, ça va être chiant. Voilà, mais en tout cas, la Société Générale a une pépite qui est Bourso, qui croît très vite. Du coup, tu as ouvert ton PE, tu nous disais tout à l'heure. Tu as investi 24 000 euros, c'est devenu 70 000 euros. Tu avais une décote de 20%. Donc, tu as eu le double effet qui se coule, en fait. Tu as eu la décote et l'appréciation du titre qui est folle. Mais au début, il y avait une forte baisse. Donc, ça, justement, et c'est important, je trouve, justement, en bourse, de tenir ses positions. Il faut savoir qu'actuellement, l'action est à 70 euros. Si j'avais eu l'opportunité de sortir, en toute franchise, je serais sorti avant. Bien sûr. Donc, en fait, des fois, en bourse, le fait de sortir trop tôt, ça peut avoir des effets impressionnants et qui ne sont pas désirés. Et justement, le fait de ne pas pouvoir sortir, ça m'a vraiment aidé au final. Et aujourd'hui, du coup, le plan épargne en action. Ça, c'est le PEA, PME. Et le PEA, en fait, j'ai mes comptes titres. J'ai du titre non coté. Donc, qu'ils soient dans autre actif et pas dans action, je l'ai supprimé de Fenari. Pour piloter, c'était facile. Ok. Du coup, tu as débloqué ton PE lors de la création de la holding. Ça a été quoi la fiscalité au moment du déblocage 8262. Ok. Et du coup, en termes de taux, cas de déblocage anticipé, 17,2%. En plus, là, ça a augmenté en 2026. Exactement. Mais à l'époque, c'était le taux initial de 17,2. Plutôt pas trop cher. Non, ça va. Du coup, prise de risque maximale en ayant fait de nombreux emprunts afin d'investir. Ça, on va aussi le regarder ici. Donc, très concrètement, à quoi... Voilà, on peut rester sur ce graphique et on peut voir par contre la diminution impressionnante. Ça va vite. Ça va très vite. En 2027, c'est bon, j'ai atteint la valeur de mon appartement. En 2027, ouais, tu vois, on est là et ça chute très vite et on voit, ouais, durée moyenne, c'est assez court. Ouais. Et le taux moyen est aussi plus élevé forcément que ce qu'on voit habituellement sur... C'est ça. Ça, en fait, c'est expliqué par la proportion de crédits sur 5 ans qui sont plus importants, mais après, avec le prêt étudiant ou autre, c'est pas des taux non plus catastrophiques, et c'est ce que j'expliquais. C'est plus intéressant qu'un Lombard au final, d'avoir du 3,10 avec un capital tendu qui diminue chaque année. Tout à fait. Prêt étudiant de 50 000 euros de crédit conso, et c'est ça qui t'a permis, in fine, de te mettre le pied à l'étrier pour la boîte. En fait, j'avais déjà de l'épargne, parce qu'en fait, je viens d'une famille de travailleurs, donc une famille de travailleurs, on nous initie à travailler très vite, donc je travaillais les étés, après j'avais des boulots alimentaires, je travaillais dans les grandes surfaces, je faisais de la caisse, de la mise en rayon, et en plus, c'est ça le plus gros déclic financier que j'ai eu, c'est quand je voyais que je travaillais du coup les week-ends, les vacances scolaires, les étés, et que une fois j'ai fait la somme des montants que j'avais gagnés, et j'ai fait la somme des montants que j'avais sur mon compte bancaire. Je me suis rendu compte qu'il y a un problème parce que j'avais tout dépensé en fait. J'avais 19 ans, 20 ans. En fait, je me dis en fait, je finis mes soirées, il est 4h du matin, à 7h du matin, je suis en train de faire la boulangerie pour mettre en grande surface, et en fait, ça me sert à rien. Je n'ai pas les fruits de mon travail. Et là, j'ai eu un déclic. En soi, c'était une erreur, mais ça m'a appris énormément, et je m'en souviendrai toute ma vie qu'il faut conserver la valeur de son travail en épargnant et en investissant encore mieux. Faut se payer d'abord. T'as essayé des ETF, mais cela ne t'amuse pas. J'ai liquidé afin de me concentrer sur des valeurs auxquelles je crois beaucoup. Amazon, Booking Holdings. Booking, c'est le fameux site booking.com. Visa, Mastercard, Uber, FDJ, Stellantis. Donc ouais, c'est... Après, la proportion, moi je sais que la diversification est la clé, mais je suis pas du tout dans la diversification. J'ai toujours été très concentré et j'ai conscience du risque et qu'il faut se diversifier un maximum. C'est pour ça que les ETF, c'est le meilleur pour 90% des investisseurs. Tout à fait. Mais voilà, j'en ai conscience, mais c'est un choix assumé de ma part. Tu nous parles de l'or, et donc tu as une position qui est quand même assez conséquente ici sur ton CTO, sur ton compte titre. Donc ça, c'est quoi? C'est Gold, BNPI, Open? Ça correspond à quoi? C'est de l'or, tout transparent. Je sais même pas si c'est synthétique ou physique. Mais en fait, c'est un des seuls qui est éligible au CTO de Bourso. Ok, et donc là, j'ai investi fin décembre, donc quand le PE est sorti. Donc c'est quand même impressionnant en moins d'un mois. En moins d'un mois, 7%. Bon, c'est vrai que si on regarde Gold, Price, l'or et tous les métaux d'ailleurs. 65% l'année dernière. Voilà, sur 2 ans, c'est la même chose. c'est n'importe quoi en fait. Sur 10 ans, c'est incroyable. Enfin, l'or bat le S&P 500 sur 20 ans maintenant, c'est fou. Vous avez la même chose sur l'argent, sur tous les métaux précieux en réalité. C'est assez dingue ce qui se passe. Donc, est-ce qu'on est dans une bulle? J'espère pas. Voilà, difficile à dire, mais c'est vrai qu'avoir les marchés financiers, enfin les marchés actions au plus haut et l'or au plus haut, c'est un peu contre-intuitif parce que normalement c'est l'un ou l'autre. Les deux en même temps, et c'est étonnant. Donc voilà. Après, aujourd'hui, toi, c'est quoi ta stratégie sur cette position-là? Tu veux la tenir? Défensif. Donc défensif par rapport aux startups. Je compense les startups par l'immobilier et l'or. Ok, donc c'est vraiment ça ton raisonnement. Quelque part, tu viens te hedger, tu viens annuler la volatilité de l'un par... J'essaye de contrebalancer le risque. Et tu me dis que tu as investi 50 000 euros en startup. Donc là, c'est extrêmement conséquent. On va pas citer les noms, mais il y a les domaines. Donc il y a de la fintech, de la foodtech, de la biotech, Y Combinator, et d'autres fintech, de la location automobile, du sport et une application mobile. Mais il y a une position ici qui prend le plus gros en fait. Pourquoi tu as investi en 2 fois? C'est quoi la conviction ici d'avoir mis quand même un montant qui
correspond à 10% de ton patrimoine brut. Énorme. Parce qu'en fait, on parle souvent du risque d'investir en bourse, mais il y a aussi un énorme risque, c'est d'investir en créant sa propre société. Et je pense que si j'avais voulu créer une société équivalente, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher et j'aurais aimé être dans ce cœur de métier. Donc je me suis dit, en fait, je vais faire comme si j'avais voulu. C'est pas Finari, je précise. Hein, Non. Et j'ai voulu justement me dire, il y a un risque, effectivement, mais je pense qu'il y a moins de risques dans ça que quand j'ai créé ma structure et j'avais mis des montants plus importants sur Explore que là actuellement. Mais tu ne contrôles pas cette société. Non, donc pas du tout. Quelque part, tu remets ton destin entre les mains de quelqu'un d'autre, mais tu es à l'aise. Aujourd'hui, ça t'empêche de dormir, de savoir que tu as 120 000 euros quasiment en mon côté. Heureusement, sinon je préconise à tout le monde de ne pas mettre sa santé en danger. Ouais. Si j'arrêterais de dormir, il ne faut pas faire de la bourse et il y a plein d'épanouissements personnels autres que financiers. Donc soyez heureux. Et donc là, tu continues à faire des deals de plusieurs milliers d'euros Là, en fait, je pense que j'ai bloqué mon capital investissement sur 2026. J'aurais plus de rentrée normalement importante, mais si je pouvais, je ferais du Y Combinator. Ok. Je pense que c'est un petit clin d'œil à Finari. Ok. Y Combinator, qui est un incubateur qu'on a fait avec Finari et qui a vu passer Coinbase, Airbnb, Stripe, OpenAI a été créé, n'a pas été financé, mais a été créé dans Y Combinator. Donc il y a des belles boîtes qui sortent de là. Je n'aime pas l'immobilier traditionnel, à part pour ma résidence principale. Cela me crée un réel bien-être moral par rapport au fait d'être locataire. Et donc ça, c'est ce que tu disais, acheter, louer. Donc concrètement, comment faut s'imaginer aujourd'hui, tu as encore quelqu'un qui est... Non, en fait là j'ai acheté en juin 2023. Ouais, mais tu ne savais pas pu y habiter en novembre 2024. Mais donc tu ne savais pas à l'époque que la personne allait... Enfin que non, en fait c'est pas hyper protégé en plus parce que la personne pouvait rester beaucoup plus longtemps. Elle peut rester je crois 2 ans à l'époque. Okay. Mais on le sait, quand on est chez le notaire et qu'on signe, on le sait qu'elle peut rester jusqu'à 2 ans. Et après elle a décidé de partir avant parce qu'elle avait des problèmes. Donc voilà. Et toi t'étais à l'aise avec ça. Oui. Du coup, tes questions, est-ce que je devrais rembourser mes crédits en cours au vu de mon patrimoine net ou le fait que ces crédits fonctionnent comme un crédit Lombard en moins cher peut faire sens? Ça, c'est le premier point, je pense, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, avant de répondre à tes questions, on a regardé pas mal de catégories, on n'a pas regardé les autres actifs. Donc là, ta voiture, le compte courant d'associé, une moto. Ah ouais, c'est une moto un peu de tout-terrain, non? Non, là, c'est une super motard. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais une 50 cm3 et je rêvais d'avoir une Beta. Et là, je me suis dit, allez, on peut le faire. Tu te fais plaisir. Et t'as acheté aussi une montre, une Seiko Présage. C'était le meilleur rapport qualité-prix pour me remercier, pour me féliciter de mon master. Ok. En finance. Très sympa. Qu'est-ce qu'on n'a pas regardé? Les livrets. J'imagine, t'as un livret A. T'as le LEP au plafond, évidemment. Ça m'aurait étonné de toi que tu sois pas au courant de cette astuce. Les comptes bancaires, tu limites, j'imagine, au maximum l'argent que t'as dessus. T'as du fonds en euros. Ça, c'était pour faire plaisir aux banquiers pour ma résidence principale. Ok, pour obtenir le crédit. Et ça a aidé, tu penses, d'ouvrir l'assurance vie? Il me l'a demandé et j'ai pas voulu être pénible. Ok, carte de crédit, ça c'est pas trop un problème d'avoir une carte avec un... C'est quoi, c'est un débit différé, j'imagine, et donc tu payes tout à la fin du mois? C'est ma carte principale. Ok. Donc de toute façon, je suis mes dépenses, j'ai Finari. Ouais. Je suis mes dépenses, donc je contrôle et je fais très attention à ce que je dépense. Donc il n'y a pas de risque. Et du coup, les emprunts, et donc c'est ça ta question, est-ce que ça vaut le coup de solder tes crédits? Enfin, est-ce qu'aujourd'hui t'as les liquidités pour solder des crédits? Je peux vendre des positions. Tu pourrais vendre des positions. Arbitrer, dérisquer des positions en start-up. En start-up, c'est très compliqué, mais j'ai à peu près 80 000 sur le compte titre. C'est vrai, tu pourrais vendre ça, je pourrais déjà enlever une grande partie de mes crédits. Je trouve que le coût d'opportunité, il n'est pas hyper intéressant. Enfin, le coût d'opportunité de vendre un titre dans un marché où, historiquement, on fait, allez, on va dire, très mauvais scénario, 7% de rendement annualisé sur une longue période, je vois pas trop l'intérêt de mais tu me rassures, c'était ma vision également, mais je voulais ton avis d'un expert. La question que je me poserais, c'est comment tu vas faire tes prochains emprunts en personne? Sur la société, c'est un sujet bizarre. faudra en parler. Bon, déjà, faudra se mettre à plein temps. Mais en tout cas, pour moi, ça marche, ce setup. Peut-on être légitime pour accompagner des particuliers à seulement 26 ans? Qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, justement, grâce aux vidéos et puis à ma passion que j'ai développée pour la finance, je me dis que j'ai envie de me sentir utile parce que gagner de l'argent, c'est bien, mais en fait, je trouve que la jeunesse, on est surtout en quête de sens. Et ce qui me passionne le plus, c'est l'entrepreneuriat et la finance. Et je me dis pourquoi pas allier les deux au niveau microéconomique, d'essayer d'accompagner les personnes avec des rendez-vous d'1 heure ou d'une demi-heure pour essayer d'organiser, discipliner des stratégies. Et avec l'expérience également que j'ai, même si elle est minible très humblement, je peux essayer d'accompagner et d'éviter les erreurs du débutant. Donc j'aimerais bien allier les deux, mais j'ai vraiment l'impression que mon âge, c'est un fléau. Et même là, dans mon métier actuel, des fois, on préfère une personne de 45 ans qui a moins de connaissances qu'une personne de 26 ans qui est très curieuse et qui recherche l'information. Notre âge peut nous desservir. Après, avec la digitalisation, je pense que ça peut se contrebalancer, mais c'est la grosse question et je voulais ton avis à toi, puisque je suis ici, j'ai la chance de te poser cette question en direct. Moi, je pense que les gens qui pensent qu'il y a une corrélation entre la qualité de quelqu'un et son âge sont vraiment complètement à la ramasse, ça veut rien dire. D'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure, tiens, c'est étonnant, ton équipe est hyper jeune.
jeune. Ouais, chez Finari, il y a des gens qui ont 40 ans, d'autres qui ont 20 ans. Ça ne veut rien dire, en fait. Comme tu bosses depuis que tu es jeune, t'as pas le même parcours que ton prochain. C'est vraiment pas une limite. Pour moi, c'est même une force. D'ailleurs, ça permet de détonner. Je pense que quand tu arrives, toi, face à tes clients, j'imagine que quand tu as un hôtel, tes clients n'ont pas 25 ans, généralement, ils sont plutôt âgés. Oui. Mais par contre, ils voient un jeune qui est motivé, qui fait l'extra mile, qui va peut-être faire le petit truc en plus. Bah, c'est génial. Et eux, probablement, ont des enfants. Donc, en fait, je suis sûr que tu as développé d'excellents rapports avec plein de clients, justement parce que tu es jeune, parce qu'en fait, ça leur parle. Et eux aussi se voient en toi parce qu'à une époque, ils étaient à ta place. Donc, moi, je pense que c'est une force. Maintenant, la question que je te poserais, c'est aujourd'hui, tu es en CDI, tu as monté une société à côté qui a l'air de bien marcher, tu veux faire un LBO, etc. Donc, il y a plein de projets. Est-ce que Explore, c'est le projet auquel tu as envie de consacrer tes prochaines années? Bah oui, forcément. Mais après, c'est la notion d'équilibre qui est très importante pour moi. Je trouve justement, dans mon bonheur personnel, l'équilibre entre le sport, la famille, plein de choses, le travail, c'est vraiment ce qui me rend heureux. Et je pense que me cantonner uniquement au vélo, même si j'adore ça, que c'est passionnant, que c'est stimulant parce qu'on rencontre des nouveaux clients, on fait des rendez-vous avec des personnes inspirantes, des châteaux, on parle anglais. J'ai fait un an d'Erasmus en Irlande, donc je me dis enfin ça a servi à quelque chose de parler anglais. J'essaye au mieux de parler anglais, hein, je suis pas non plus un expert, mais je me dis qu'une société à côté, ça pourrait permettre un meilleur équilibre personnel. En fait, je suis surtout en quête de bonheur au quotidien et je me dis comment maximiser mon bonheur. Et je pense qu'il faudra que ça rentre dans l'équation. Je sais pas quand, mais il faudra que ça rentre dans l'équation. Alors je vais dire quelque chose qui est politiquement très incorrect. Quand t'es entrepreneur, il n'y a pas d'équilibre pro-perso. Il y a un déséquilibre. Ah oui. La réalité, c'est que tu vas bosser beaucoup. Oui. Mais est-ce que ça va t'empêcher d'être heureux? Non, pas du tout. Parce que tu contrôles ton temps, en tout cas, tu peux décider de bosser avec tel client ou pas. Enfin, tu seras maître de ton agenda. Et une très bonne technique, que je recommande à tout le monde d'ailleurs, c'est de d'abord organiser ta vie perso et ensuite ta vie pro va prendre la suite, quoi. Donc, toi, typiquement, t'aimes bien les voyages. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de planifier tes voyages à l'avance, de t'assurer que dans chaque semaine, tu as ton créneau ou tes créneaux pour aller jouer au tennis, que tu te gardes du temps pour aller voir tes amis? Maintenant, il faut avoir conscience que tu vas faire des sacrifices par ailleurs. Donc, tu vas probablement pas aller à toutes les soirées. D'ailleurs, tu le disais. Mais je me rends déjà compte. Voilà. Ça fait 3 ans que ça existe. Donc, je me rends déjà compte. Mais on signe en bas à droite. Ouais. Donc, on peut pas se plaindre de ce qu'on a choisi nous-mêmes. Exactement. Par contre, je pense que de rajouter une activité dans ton agenda, alors que ton activité principale, n'est pas encore, tu vois, c'est pas encore une multinationale. Moi, je pense que ça, c'est un risque et c'est un défocus. La réalité, c'est que, en tout cas, moi, je sais pas être bon dans 2 choses à la fois. Donc, on me demande souvent, est-ce que tu fais de l'investissement en start-up? Non, je fais pas. Est-ce que tu fais des conférences? Non, je fais pas. En fait, moi, je fais rien d'autre que Finari. Je me lève le matin, je fais Finari. Il n'y a pas de secret, en fait. Le secret, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que moi, je me lève, je fais que ça, et après, je vais me coucher. Et la plupart des journées, moi, j'adore, mais c'est pas hyper glamour. Enfin, tu vois, c'est pas comme dans les films où je suis pas en hélicoptère en train de me balader. La réalité, c'est que je vais au bureau, je suis devant mon ordi, je parle avec les gens, et voilà, j'essaye de faire avancer le schmilblick, et peu à peu, il se passe des choses. Mais c'est justement, tu sais, c'est comme les intérêts composés. C'est parce que tu passes 1, 2, 3. Toi, aujourd'hui, t'es bien meilleur sur Explore qu'il y a 3 ans, évidemment. Oui, bien sûr. Évidemment, t'es beaucoup plus pertinent. Je suis sûr que dans 3 ans, tu te diras, oh là là, qu'est-ce que c'était nul ce qu'on faisait il y a 3 ans. Heureusement, c'est-à-dire que t'as progressé. Est-ce que t'es légitime pour accompagner des particuliers? Oui, à 100%. T'es même plus légitime parce que t'es à leur image. Est-ce que je le ferais? Oui, mais dans ce cas-là, j'arrêterai l'autre activité. Ok, j'écoute ton avis avec grand plaisir. Trop bien. On se revoit dans 1 an pour voir si t'as mis en place le LBO, si l'activité a grandi. En tout cas, moi, j'y crois à fond parce que je te dis, j'ai vu ça. Jamais un hôtelier va aller acheter. C'est super chiant pour eux d'acheter des vélos. S'ils sont cassés, faut les réparer. Et tu l'as dit, c'est minime en termes d'apport de chiffre d'affaires, mais en même temps, ça apporte la satisfaction. Après, eux, ils font x3. Hein. L'hôtel qu'on a parlé au début de la vidéo, une très bonne rentabilité pour le coup. Exactement. Mais est-ce qu'ils vont les acheter eux-mêmes? Je pense que c'est exactement le bon créneau où ils ont tout intérêt à déléguer. Et donc, toi, il faut juste trouver le modèle. Est-ce que peut-être que demain, tu vas franchiser le modèle? Ou peut-être que demain, tu vas mettre quelqu'un pour gérer la boîte. Et toi, tu n'auras plus besoin, tu vois. Je suis trop attaché. C'est comme si je te demandais est-ce que tu peux quitter Finari. Je pense que... Je peux pas. Finari, c'est soit tu l'aimes, soit tu le quittes. Mais moi, je peux pas quitter Finari. En tout cas, on va finir par ta note. 77 sur 100. Bon, tu perds là parce que, effectivement, il y a un petit trou dans la raquette. Mais bon, ça fait aussi partie de ton système. Tu n'as pas de matelas de sécurité modulo le compte courant, même si en réalité, on pourrait considérer que tu l'as. Mais en tout cas, le matelas de sécurité, il reste fin. Parce que 3 à 6 mois, alors tu es en CDI, mais tu as une activité à côté. Demain, si tu es à ton compte, tu l'as dit, tu veux pas te verser de revenus. Donc là, faudra être plutôt serein. Après, tu pourrais faire une rupture conventionnelle. Ils veulent pas. Ok.
Ok, J'ai demandé. Hein. Bah oui, j'imagine. Hein. Investissement en priorité via le PEA. Non, tiens, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Ça, pourquoi tu achètes? Parce qu'il me semble qu'il y avait des titres. Par rapport aux besoins de liquidité, mon PEA il s'arrête en juillet 2027. Ok. Et j'ai besoin, en cas de besoin d'urgence ou autre, de pouvoir réduire certaines positions. Et donc c'est pour ça que là on le voit pas, mais j'ai des titres non cotés sur mon PEA. Mais dans l'organisation structurelle de ma gestion de mon patrimoine, je pense pas que ça soit le plus intelligent. Et puis on parle pas souvent, mais le compte titre peut être très intéressant pour reporter ses moins-values sur 10 ans. Tout à fait. Revendre au mois de décembre ce qui n'a pas marché. Très intéressant, très important de le faire. Je l'ai eu fait, je pense que c'est peut-être grâce à ton livre d'ailleurs. Apprendre des choses, ça me stimule énormément. Mais voilà, quand j'ai su ça, j'ai dit oui, mais en fait c'est une évidence. Pourquoi j'ai pas pensé avant? Et c'est pour ça parce que personne le sait, mais ça demande quand même un petit peu de travail administratif. Faut remplir des formulaires et voilà. Mais bon, c'est pas non plus la mer à boire. Investissement sur des ETF, tu l'as dit, mais ça t'intéresse pas, donc voilà, pourquoi pas. DCA tous les mois, tu fais du lump sum. Stock picking, bon là t'exploses tous les trucs. Pas de crypto d'ailleurs, pourquoi ça t'intéresse pas? En fait, je pars du principe que chaque investissement, faut que j'y croie suffisamment que si ça subit une perte, je suis à l'aise avec mes pertes. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus désagréable qu'avoir une perte et dire de toute façon, j'y suis allé à demi-mot sur cette action, donc je vends rapidement et on vend au pire moment. Et chaque conviction, c'est assumé à 100% et je suis pas assez. Je comprends le principe que je trouve passionnant, avec un nombre limité qui reprend un peu justement l'or avec une valeur refuge ou autre. Mais je laisse ça aux autres, ça passionne énormément de gens et j'ai pas envie de suivre l'effet de mode parce que si ça perd de l'argent, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même parce que je suis sorti de ma stratégie à moi et je dirais qu'il n'y a pas de stratégie universelle, il faut que la stratégie nous corresponde à nous-mêmes. C'est beau, faut être cohérent, donc t'es cohérent. Vision long terme, bon ouais, il y a encore un peu des choses à clarifier, mais je pense que tu peux, c'est l'année de tous les changements. Bien sûr. Mais en tout cas, bravo pour ton profil, Romain, c'est assez impressionnant, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va t'emmener. En tout cas, Romain, bravo pour ton parcours patrimonial, bravo aussi pour ton parcours entrepreneurial, hâte de voir ce que ça va donner, ce que tu vas devenir le roi du vélo. J'espère. Je le souhaite aussi, ou alors le meilleur banquier de l'ASG, peut-être aussi. A priori, aujourd'hui, il y a encore le match n'est pas encore décidé. Mais est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour les gens qui veulent se lancer, une petite reco, un conseil qui pourrait les aider? Je dirais qu'il faut vraiment essayer, parce que justement, moi, dans ma famille, il n'y a personne qui a créé une entreprise. Quand je leur ai dit que je voulais créer une société, ils m'ont dit « Pourquoi ? T'as un CDI, t'as la sécurité de l'emploi, pourquoi tu veux créer quelque chose ?» J'ai dit « Mais j'ai besoin de stimuler mon cerveau, de me challenger, d'apprendre de nouvelles choses. Donc je serais pas fondamentalement heureux à rester salarié toute ma vie. » Et je peux recommander à tout le monde d'essayer justement en side business, prendre la température. Ce que tu fais. Oui, du coup, mais au tout début, on s'en rend plus compte. Après, j'ai pas eu le courage de switcher, mais de prendre la température. Et si jamais vous vous rendez compte que ça prend suffisamment pour vous, eh ben, lancez-vous et de toute façon, c'est une expérience unique. Je pense que chaque entrepreneur peut dire qu'il y a beaucoup de problèmes. On a beaucoup plus de raisons des fois d'arrêter que de continuer, mais c'est une expérience unique. Expérience unique, je vous le souhaite à tous. En tout cas, si vous voulez vous asseoir dans le fauteuil qu'occupe Romain, vous postulez sur le formulaire qui est dans la description et chaque semaine, on sélectionne un nouveau profil. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite.